Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons ici étudier les symboles électriques et plus particulièrement les symboles électriques de type industriel. Alors pour commencer, on va énoncer les 5 fonctions qu'on va trouver sur un démarrage moteur et vous verrez qu'à travers l'étude de celle-ci, beaucoup de nos symboles vont être représentés. Alors tout d'abord le sectionnement qui va permettre au technicien de pouvoir sécuriser son intervention. En effet, en ouvrant mon sectionneur et en condamnant cette position, je vais pouvoir travailler en aval de celui-ci en toute sécurité. Puis nous étudierons la protection magnétique à travers les systèmes à fusibles et les systèmes à disjonction. Suivront ensuite les systèmes de commutation et de distribution du courant dans mon circuit à travers les contacteurs auxiliaires et contacteurs moteurs. Puis nous étudierons les symboles de protection thermique à travers les relais thermiques. Et enfin, nous étudierons les symboles de conversion énergétique à travers les actionneurs. Alors il faut savoir que beaucoup de ces fonctions vont être représentées par un contact qui prendra 2 états, soit il sera ouvert et il viendra fermer un circuit, soit il sera fermé et il viendra ouvrir un circuit. Ce n'est donc pas au niveau des contacts mêmes que je viendrai définir la fonction, car graphiquement ils vont tous se ressembler. C'est pourquoi, au niveau de la symbolique, on a plutôt tendance à exprimer la fonction avec l'amont du contact ou son aval. Alors tout ceci vous semble sans doute un peu compliqué, mais vous allez comprendre par la pratique, d'autant plus que je vous déposerai en pièce jointe dans la description un petit lexique de tous les symboles électriques industriels que l'on rencontrera fréquemment. Commençons par la fonction sectionnement, elle est toujours repérée par un T à l'envers sur le haut du contact. La fonction disjonction sera elle représentée par une croix sur le haut de son contact. La fonction commutation-distribution au niveau de la puissance sera elle représentée par un rond sur le haut du contact, soit à l'anthrax du contact, soit légèrement sur son côté. Puis pour finir, la fonction commutation-distribution, mais cette fois pour une énergie de commande, sera représentée par un haut de contact simple, c'est-à-dire sans symbole. Alors voilà pour les symboles génériques de haut de contact, voyons maintenant les symboles génériques de bas de contact. Alors nous allons trouver la fonction protection thermique représentée par un créneau, la fonction protection magnétique représentée elle par un demi-rond, puis enfin la fonction différentielle représentée par un cercle en pointillé entourant les conducteurs que cette fonction est censée surveiller et relié au contact que l'on viendra activer en cas de déclenchement de cette protection. Alors voilà pour les présentations génériques, passons maintenant aux détails. On va commencer par la fonction sectionnement représentée par un T à l'envers sur le haut du contact. Enregistrez bien ce symbole car à chaque fois que vous le verrez apparaître sur un schéma électrique, il indiquera que l'appareil représenté contient une fonction sectionnement. Alors vous allez voir qu'il existe plusieurs types de sectionneurs et donc plusieurs symboliques. Je vais ici vous représenter les plus courants. Alors le premier c'est le sectionneur porte-fusible unipolaire. Étant un sectionneur, il contient la fonction sectionnement, mais il sera également support de la protection magnétique puisqu'il contiendra un fusible. Le second que je vous présente sera un sectionneur porte-fusible unipolaire plus neutre. Lui à son ouverture ne viendra pas seulement couper la phase, mais la phase et le neutre. Voici le sectionneur bipolaire, qui à son ouverture viendra couper 2 phases. Le sectionneur tripolaire, que je vous présente ici avec certains de ses accessoires, c'est-à-dire la poignée rotative, cadenassable et les 2 contacts de précoupure. C'est ainsi qu'il vous sera représenté avec ses 3 pôles de puissance, que l'on retrouvera généralement sur un schéma de puissance, ces 2 contacts de précoupure que l'on trouvera sur un schéma de commande, et puis son dispositif de manœuvre, évidemment pour faire évoluer la position des contacts. Alors ici je gérerai 3 phases avec mes 3 pôles de puissance, mais je pourrais aussi ajouter le neutre en ajoutant un contact supplémentaire. Je pourrais également avoir autre chose qu'une poignée rotative, par exemple une poignée de type levier. Alors vous voyez ici que rien n'est figé et que finalement cette représentation, elle va être le reflet de l'appareil utilisé et de ses particularités. Alors vous allez voir maintenant que certains appareils contiennent plusieurs fonctionnalités. C'est le cas de l'interrupteur sectionneur, dit aussi intersectionneur. Alors bien entendu, il contient la fonction sectionnement, repérée par le petit T à l'envers sur le haut de son contact, mais pas seulement, c'est aussi un interrupteur, il est donc muni de la fonction commutation-distribution. C'est cette petite boule sur le haut du contact qui me l'indique. En effet, cette petite boule m'indique que mon contact a un pouvoir de coupure, c'est-à-dire qu'il est capable d'interrompre ou d'établir un courant de forte intensité. Et cela, tous les contacts n'y sont pas préparés. En effet, lors de l'établissement ou l'interruption d'un courant de forte intensité, des arcs électriques peuvent se produire et dégrader fortement les contacts. C'est pourquoi, pour les appareils de commutation traversés par de forts courants, les fabricants ont travaillé pour que ce contact puisse résister aux arcs électriques, non seulement en apportant un traitement aux parties métalliques du contact soumises aux arcs électriques, mais également en étudiant la structure architecturale des appareils afin qu'à l'apparition d'un arc électrique, celui-ci soit dissipé rapidement. Remarquez que notre intersectionneur n'est pas support de la protection magnétique, car il n'est pas porte-fusible. Passons maintenant à la fonction protection magnétique.
Alors, on va étudier deux types d'appareils, le fusible et le disjoncteur. Alors, commençons par le fusible. C'est un appareil qui, dans les conditions normales, va permettre la liaison électrique de son amont et de son aval, grâce à une liaison dite fusible, et qui, lorsqu'il sera traversé par un courant trop important, verra cette liaison électrique fondre et donc isoler l'amont de l'aval. Chaque fusible viendra protéger une phase de mon équipement contre les courts-circuits et les risques d'incendie. Il existe différents types de fusibles qui viendront s'adapter à chaque process et qui seront représentés par un rectangle traversé par un trait. Ces fusibles n'existeront pas seuls, il leur faudra un support, et c'est ces mêmes supports que l'on a rencontrés récemment à travers les sectionneurs. Alors il faut savoir qu'on viendra protéger les phases avec un fusible, mais pas le neutre. Le neutre, lui, sera muni d'une cartouche métallique de la même taille qu'un fusible, mais composée d'un matériau non fusible, c'est-à-dire qui ne fondra pas sous un courant important. Alors on trouvera des supports unipolaires, venant protéger une phase, donc munis d'un seul fusible, des supports unipolaires plus neutres, composés d'un fusible et d'une cartouche de neutre non fusible, de supports bipolaires, qui seront munis de deux fusibles, de supports tripolaires, venant supporter trois fusibles, et du support tétrapolaire, venant supporter trois fusibles, plus une cartouche de neutre non fusible. Alors passons maintenant au disjoncteur avec deux représentations possibles. Tout d'abord une version simplifiée, avec le symbole générique de la fonction, c'est-à-dire la petite croix sur le haut du contact. Les disjoncteurs contiennent généralement une fonction sectionneur, c'est pourquoi ils seront représentés bien évidemment avec la petite croix sur le haut du contact, mais également avec le T à l'envers. On trouvera des disjoncteurs unipolaires, unipolaires plus neutres, bipolaires, tripolaires, tétrapolaires. Alors je vous ai présenté ici les disjoncteurs dans leur version simplifiée, c'est souvent de cette manière que vous les trouverez représentés. Sachez néanmoins que dans leur version complète, on viendra symboliser sur le bas de mon contact le type de protection sur lequel mon disjoncteur intervient. Ces disjoncteurs auront la même fonction que les fusibles, c'est-à-dire isoler la partie amont de la partie aval en cas de court-circuit afin d'éviter les incendies. L'intérêt du disjoncteur est que celui-ci est réarmable après un déclenchement suite à un défaut, alors que pour le fusible, après un défaut, il nécessitera obligatoirement un remplacement. Donc revoici les mêmes mais en version complète, l'unipolaire plus neutre. Notez bien la signalétique des deux protections sur le bas du contact, le bipolaire, le tripolaire et le tétrapolaire. Passons maintenant à la commutation ou distribution. S'agissant d'appareils de commutation donc qui vont s'ouvrir et se fermer et donc interrompre ou établir des courants parfois importants, il sera nécessaire que ces appareils puissent résister aux potentiels arcs électriques produits et donc qu'ils possèdent un pouvoir de coupure. C'est ce pouvoir de coupure qui est représenté sur le haut du contact par une petite boule. Alors on trouvera dans ce type d'appareil tous les contacteurs moteurs, dont le rôle sera de commuter l'énergie de puissance afin d'alimenter mon actionneur. Alors je vous présente ici un contacteur moteur tripolaire avec sa bobine et ses deux contacts auxiliaires. Notez que seuls les trois pôles de puissance ont un pouvoir de coupure, donc la petite boule sur le haut du contact, ce qui signifie qu'au sein de mon appareil, seuls ces trois contacts sont capables de commuter des courants de forte intensité. Les deux autres contacts sont dits contacts auxiliaires, ils n'ont pas de pouvoir de coupure et ne sont donc pas traités contre les arcs électriques. C'est pourquoi ils sont utilisés sur la partie commande, partie qui n'est pas soumise à des courants de forte intensité. Ces contacts auront une numérotation particulière, conçue sur la base d'une dizaine et une unité. La dizaine indiquera le numéro d'ordre du contact, 1 pour le premier contact, 2 pour le second, etc. Quant aux unités, elles représenteront la nature même du contact. 1 et 2 pour un contact normalement fermé au repos, et 3 et 4 pour un contact normalement ouvert au repos. On trouvera donc des contacteurs triphasés avec un contact auxiliaire normalement ouvert et un normalement fermé, mais aussi deux normalement ouverts, ou encore un normalement fermé et un normalement ouvert, ou encore deux normalement fermés. Ces contacteurs moteurs sont représentés ici en vue entière, mais sur les schémas électriques, vous allez les rencontrer en vue éclatée, c'est-à-dire une partie sur le schéma de commande, ce sera le cas de la bobine et des contacts auxiliaires, et une partie sur le schéma de puissance, ce sera le cas des trois pôles de puissance. Il existe également le même type d'appareil appelé contacteurs auxiliaires, mais qui viennent cette fois gérer des courants de faible intensité. Ils n'ont pas de pouvoir de coupure et seront donc utilisés sur la partie commande. C'est pourquoi il n'y a pas de boule sur le haut de leur contact. Ils sont composés de 4 contacts, numérotés donc pour la dizaine de 1 à 4, et pour l'unité, 1-2 pour les contacts normalement fermés et 3-4 pour les contacts normalement ouverts.
Qu'il s'agisse d'un contacteur moteur ou d'un contacteur auxiliaire, il sera possible d'ajouter des accessoires, notamment des contacts auxiliaires supplémentaires, que l'on viendra fixer sur l'avant de mon contacteur, comme vu sur la photo. Passons maintenant à la fonction protection thermique. Elle sera fournie par des appareils appelés relais thermiques, qui viendra se déclencher en cas de surcharge de mon actionneur. Comme pour le contacteur, il vous sera représenté ici en vue entière, mais sur les schémas électriques, vous le retrouverez en vue éclatée. Ces 3 bilames internes seront représentés par 3 créneaux, que l'on retrouvera sur un schéma de puissance. Quant aux 2 contacts liés au bilame, on pourra les retrouver sur le schéma de commande. On pourra les reconnaître des autres contacts, car ils seront représentés avec un F couché. Alors, nouvel appareil qui va gérer et la protection thermique et la protection magnétique sur un démarrage moteur, c'est le disjoncteur moteur. Celui-ci vous permettra de gagner de la place sur votre platine en implantant un seul appareil au lieu de 2. Passons maintenant à la conversion énergétique. Vous verrez qu'il s'agira essentiellement de moteurs qui viendront convertir une énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Alors voici le plus connu, le moteur asynchrone triphasé à rotor type cage d'écureuil, puis la symbolique du même type de moteur mais cette fois à rotor bobiné, le moteur synchrone triphasé à aimant permanent, dit aussi moteur brushless, le moteur asynchrone monophasé, le moteur à courant continu sous 2 versions, la première à excitation série, puis la seconde à excitation séparée, puis pour en finir avec les moteurs, le moteur pas à pas. Il existe bien évidemment d'autres convertisseurs d'énergie, comme la résistance de chauffe qui viendra convertir une énergie électrique en énergie thermique, ou encore la lampe qui viendra convertir une énergie électrique en énergie lumineuse. Alors voilà pour les principaux actionneurs que l'on rencontrera sur nos schémas électriques. On trouvera couramment aussi d'autres éléments comme le transformateur de tension, l'alimentation en tension continue, mais aussi les bornes de connexion, les boutons poussoirs normalement ouverts, les boutons poussoirs normalement fermés, les boutons poussoirs type coup de poing que l'on trouvera notamment sur les arrêts d'urgence, les sélecteurs manuels, les sélecteurs à clé, enfin la liste n'est pas ici exhaustive. Puis, dernière catégorie, on trouvera aussi des capteurs, dont le rôle sera de nous informer sur l'état de notre partie opérative. Le symbole générique du détecteur de proximité est un losange traversé par 2 traits parallèles, et pour venir spécifier de quel détecteur il s'agit, nous viendrons dessiner une symbolique supplémentaire, comme ici pour le détecteur magnétique. Nous viendrons ajouter le symbole du condensateur pour symboliser le détecteur capacitif, une bobine pour symboliser le détecteur inductif, et des éclairs pour le détecteur photoélectrique. Alors il existe évidemment d'autres types de détecteurs, comme par exemple le détecteur à seuil de pression, le pressostat. Autre détecteur fréquemment rencontré, le détecteur de fin de course. Je vous le présente ici associé à un contact normalement fermé, puis à un contact normalement ouvert. Alors comme vous l'avez compris, chaque symbole représente une fonction, et c'est l'association de ces symboles qui va définir les particularités de mon appareil. C'est donc en lisant le symbole sur un schéma électrique que je vais découvrir de quel type d'appareil il s'agit et quelles sont ses particularités. Il sera donc inutile d'apprendre par cœur tous les types de symboles, car leur association est illimitée. Il vaudra mieux connaître les symboles de chaque fonction et venir décrypter leurs différentes associations sur nos schémas électriques. Alors voilà, je pense ici avoir fait le tour des différents appareils que l'on retrouvera avec récurrence sur nos schémas électriques. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver en pièce jointe dans la description de la vidéo un petit livret PDF venant rappeler les différents symboles que nous avons étudiés et bien d'autres encore. Vos commentaires et pouces bleus seront les bienvenus, ils font vivre la chaîne. Cette vidéo est maintenant terminée, c'en est fini pour celle-ci. Merci beaucoup et à très bientôt.